cette maison qui est en face, ce sera la maison des Parisiens. Il y a 13 ans, Bertrand Delanoë mettait fin à des années de règne de la droite à Paris avec un nouveau style et un nouveau mot d'ordre. Anne Hidalgo, sa première adjointe à l'époque, sur la photo hérite-t-elle de son style et avec quel succès? NKM, la challengeuse très proche de Sarkozy, va-t-elle réussir à imposer le sien, atypique en politique? Et avec quels arguments, au-delà des programmes, l'une et l'autre tentent-elles de conquérir le cœur des Parisiens? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, tout honneur, deux femmes que tout oppose, avec nous 4 invités. Bonjour. Alors d'abord 2 directeurs de campagne, celui d'Anne Hidalgo, Jean-Louis Missika, et puis celui de Nathalie Kosciusko-Morizet, Jean-Didier Berthaud. Avec vous pour débattre du ton et du style des 2 candidates, Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP. Vous avez réalisé plusieurs sondages à Paris, et Béatrice Toulon, spécialiste en coaching et en communication. Vous vous êtes spécialement intéressée au sein de votre cabinet Maestria Consulting au positionnement des femmes, 2 femmes, Anne Hidalgo et Nathalie Kosciusko-Morizet, qui, même si elles ne sont pas évidemment les 2 seules candidates à Paris, ont donné à cette campagne les allures d'un duel au féminin entre 2 styles, 2 manières de faire de la politique, un contraste particulièrement flagrant lors du débat télévisé. On commence par NKM. On a choisi l'extrait des professions de foi d'1 minute à la fin de l'émission. Il n'y a pas de fatalité au déclassement pour Paris et pour les Parisiens. On nous dit on ne peut rien faire, on a tout essayé, on n'a qu'à prendre les mêmes et recommencer. Mais je dis, moi, que c'est son peuple qui a fait l'histoire de Paris. Et c'est notre énergie qui peut faire Paris demain. Si les Parisiennes et les Parisiens me font confiance, j'installerai une nouvelle gouvernance, loin des clans, loin des partis, loin des copinages, loin des coteries de toute nature. Et je mettrai en place... Penser qu'ils vous rejoindront. Je mettrai en place, je vous parle de la gouvernance de Paris, et je mettrai en place le référendum d'initiative parisienne. Voilà, alors on n'a pas compté les jeux, mais il y en a un certain nombre. C'est également le cas du côté d'Anne Hidalgo, mais dans un registre relativement différent. On regarde. La question, elle est simple. Quel projet? J'ai élaboré un projet, il est sur la table en transparence et je l'ai chiffré. Une équipe, parce qu'il s'agit aussi de choisir une équipe. J'ai rassemblé des femmes et des hommes très divers. Je les ai respectés, j'ai discuté avec eux, j'ai eu l'autorité pour les rassembler et ils sont autour de moi à l'image des Parisiens. Et puis, si vous me désignez, vous me choisissez comme maire pour Paris, vous pourrez compter sur moi. Le mandat de maire, c'est le plus beau. Je m'engagerai à vos côtés avec fidélité jusqu'au bout de ce mandat, avec enthousiasme pour servir Paris. Car il s'agit de servir Paris, pas de s'en servir. Voilà, on entend le petit tic-tac de l'horloge derrière. Alors, Béatrice Toulon, en préparant l'émission, voilà, vous me disiez que ces 2 extraits illustraient parfaitement ce qui vous semble être la différence de ton et de style entre les 2 candidates. Alors, en quoi exactement? Dites-nous, puis on fera réagir les 2 directeurs de campagne. Bien, Nathalie Kosciusko-Morizet met en avant sa personne. Elle a ce qu'on dit un ethos très fort, c'est moi. Je suis celle qui porte, et alors qu'à l'inverse, Anne Hidalgo s'appuie sur une structure. Oui, mais elle dit beaucoup jeu quand même aussi. Ah oui, parce qu'on sait qu'il faut dire je. Ah d'accord, elles ont bien appris leur leçon toutes les 2. Il faut dire je, donc elle le dit beaucoup. Néanmoins, elle pose son projet, son équipe. Elle dit j'ai l'autorité, l'autorité c'est mieux de la montrer, à mon avis, que de la dire, mais néanmoins, elle se pose voilà, à l'intérieur de cette structure. Ce qui est frappant, c'est que Nathalie Kosciusko-Morizet a une espèce d'énergie. Anne Hidalgo a plus la solidité. Pour moi, c'est un peu le lièvre et la tortue, je dirais. Oui, ce qu'on a beaucoup utilisé comme image. Avec du côté de Nathalie Kosciusko-Morizet, le risque de se mettre en dehors. C'est-à-dire qu'elle elle va très loin. Elle dit en dehors des clans. Alors, en dehors des clans, en dehors des coteries, pourquoi pas? Mais en dehors des partis, enfin, est-ce qu'elle est la représentante de l'UMP ou est-ce qu'elle est Robin des Bois? D'accord, il y a un petit côté femme, femme seule. Elle a un problème, au fond, d'horizontalité. Elle est à côté. Anne Hidalgo, elle peut avoir un problème de verticalité. Voilà. D'accord. Bon, alors, Frédéric Dabi, est-ce que vous partagez cette analyse? Et puis, selon vous, comment ces 2 styles sont perçus très rapidement? Alors, clairement, c'est vrai qu'il y a 2 styles extrêmement différents. Quand j'entends Nathalie Kosciusko-Morizet, je pense quand même à le fait qu'elle était directrice de campagne, porte-parole de Nicolas Sarkozy. Et il y a une vraie continuité avec la campagne de Nicolas Sarkozy.
Paris, finir par souhaiter un référendum d'initiative parisienne. Jouer sur le volontarisme, l'énergie, halte à la résignation, et puis ce côté où elle joue le peuple parisien, entre guillemets, en rejetant des coteries, des partis, dans un contexte où, au moment où elle dit ça, elle a des vraies difficultés d'union, oui, voilà, puisque sûr que ça alors qu'elle a fait l'union avec parle. l'UMP, l'UDI et le MoDem, il n'y a jamais eu autant de dissidents à Paris, et d'ailleurs, Anne Hidalgo fait quand même ressortir les travers ou les difficultés que connaît Nathalie Kosciusko-Morizet lorsqu'elle dit « j'ai rassemblé ». C'est vrai qu'elle a réussi à rassembler le Parti communiste, le PRG, et Paris, je ne suis pas là pour m'en servir, mais servir. Elle réactive le questionnement sur Nathalie Kosciusko-Morizet, maire de Paris, ou tremplin vers 2017. En filigrane ou tremplin pour 2017. Alors, on ne va pas refaire le débat sur les dissidences. Vous disiez non, je précise, pendant l'intervention précédente. Mais sur le style et la manière de se positionner, d'abord Jean-Didier Berthaud, concernant Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est vrai que ce côté, alors c'est sans doute volontaire, mais cette image comme ça qu'elle donne de femme finalement complètement... seule, quoi. Il y a elle et les Parisiens, il n'y a plus de parti, il n'y a plus personne. Émancipée. Je crois que le parcours, il vient des primaires. Ça n'a pas été rappelé dans ces extraits, mais il y a un parcours de construction, il y a un parcours de primaire, il y a une volonté de se légitimer. Elle n'a pas été prisonnière d'une désignation d'un parti politique pour arriver à Paris. Et ensuite, il y a une construction d'un projet, une construction d'une équipe avec une alliance avec les centristes, une alliance qui n'existait pas jusqu'au MoDem jusqu'à présent. Et donc, quand elle dit il n'y a pas de fatalité, c'est à un moment donné pour justement montrer cette énergie qu'elle met dans la campagne. Mais alors, bon, là, vous expliquez effectivement l'histoire, le parcours, les primaires, bon, qu'évidemment, vous avez en tête, que non pas forcément tous les téléspectateurs qui voient ça et qui peuvent se dire, voilà, vous le rappelez, mais bon, qui peuvent se dire, mais elle est quand même, est-ce qu'elle donne pas l'impression d'être un peu seule, un peu isolée, de faire un peu campagne toute seule? Mais si je peux me permettre par rapport au deuxième extrait que vous avez passé, Anne Hidalgo nous dit... J'ai un projet, j'ai une équipe. Nous avons construit le projet et l'équipe au fur et à mesure des mois avec nos partenaires centristes. Le projet et l'équipe de Madame Hidalgo aujourd'hui, c'est jusqu'au 23 mars. Parce qu'ensuite, avec le parti de gauche et avec les Verts, c'est plus le même projet, c'est plus la même équipe. Oui, mais alors sur l'image, que là vous êtes effectivement sur le fond de problème, mais sur l'image, est-ce que vous vous êtes posé la question, est-ce qu'elle risque pas d'apparaître un peu isolée en disant comme ça, enfin ce que pointait Béatrice Toulon, je et les Parisiens, finalement. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque? Est-ce que vous y avez pensé? C'est tout qui vous fera réagir. Moi, j'ai entendu deux candidates qui utilisaient le jeu de la même façon. Jean-Louis Missika, pardon. Dans cette déclaration, qui est en fait une profession de foi à la fin du débat. C'est assez logique. Alors, donc, concernant, maintenant on va passer à Anne Hidalgo, donc Jean-Louis Missika. Alors, elle a dit beaucoup « je » aussi, mais j'ai une équipe. Là aussi, cet arbitrage, on a l'impression que c'est très pensé aussi entre le jeu, entre l'équipe. Est-ce qu'il y a un petit tacle aussi, ce que disait Frédéric Dabi? Je pense que je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Béatrice Toulon, c'est-à-dire que nous sommes dans une situation où, bien évidemment, il y a deux candidates, deux personnalités, deux tempéraments, et donc une expression à la première personne, mais en même temps, une élection à la mairie de Paris, c'est 20 élections, il y a 20 arrondissements, il y a des têtes de liste, il y a des listes, il y a un projet, et de ce point de vue-là, il y a une différence radicale entre la façon dont Anne Hidalgo pose son jeu, si je puis dire, et la façon dont Nathalie Kosciusko-Morizet le pose. Nathalie Kosciusko-Morizet, elle donne le sentiment de dire aux Parisiens, le projet, c'est moi. Voilà. Et donc il y a cette dimension-là qui est, en gros, je m'avance sur la scène et parce que je suis ce que je suis, vous allez me choisir. Anne Hidalgo, c'est pas du tout ça sa démarche. Sa démarche, c'est vraiment de dire j'ai fait travailler des gens, j'ai travaillé avec des gens, j'ai rassemblé, j'ai fait en sorte que, etc., etc. Et je dis jeu quand même pas mal parce qu'on a beaucoup dit que j'étais moins charismatique, etc. Oui, donc, mais le jeu, si vous voulez, quand elle dit j'ai rassemblé, ça veut dire d'une part effectivement, c'est elle qui a rassemblé, et en même temps, ça veut dire il y a beaucoup de gens autour de moi. Donc, vous savez, la langue française est subtile. D'accord, subtil, puisqu'un même jeu, visiblement, a deux sens complètement différents. Vous êtes d'accord? Le jeu chez Anne Hidalgo sonne à prix. Il faut que je le pose. Je ne pense pas que ce soit son ADN. Nathalie Kosciusko-Morizet, avec tous ses clignements d'yeux, est quelqu'un qui a toutes ces impulsions d'énergie propre, mais qu'elle essaye de contrôler. Donc, ouais. Juste sur ces pulsions d'énergie propre qu'elle essaye de contrôler, Jean-Didier Berthaud, vous diriez ça? L'énergie, elle l'a totalement. Je crois que c'est pas quelque chose qu'elle cherche à contrôler. Justement, c'est une candidate qui n'est pas en contrôle. Alors, vous
faites une excellente transition avec la séquence suivante, justement, sur cette différence de style, être en contrôle ou pas. Il y a un récent reportage d'Envoyé spécial qui illustrait parfaitement cette différence, un des rares reportages à s'être invité dans la campagne des deux candidates, y compris en nocturne. Alors on commence à nouveau par NKM, qui se confie dans le taxi au retour d'une soirée en campagne dans les bars du 18e arrondissement. On a l'impression que la nuit, les gens disent plus facilement des choses vraies. Alors peut-être parce qu'ils sont fatigués et qu'ils réfléchissent moins avant de parler. Mais dites-moi un truc vrai alors. Là, moi j'ai des trucs vrais aussi toute la journée. Moi j'ai pas beaucoup sur moi. Il paraît que c'est un problème. On est comme on est, on s'en fait pas. Vous avez l'impression de dire trop de choses vraies parfois? Ouais, mais moi, depuis que je fais de la politique, on me le reproche. C'est un peu trop facilement ce que je pense. Et vous regrettez jamais? Je pense que c'est très destructeur de passer son temps à essayer de maîtriser sa parole, de maîtriser ses mots, de la contraindre. Voilà, un j'ai pas de surmoi ou je n'ai pas de surmoi, c'est assez rare comme style de confidence. Quant à Anne Hidalgo, sa séquence de campagne nocturne avait lieu à la sortie d'un cinéma après avoir vu le film La Marche, sur la marche des peurs. À la fin du film, j'ai vu qu'Anne Hidalgo retenait ses larmes. L'Andalouse confesse un caractère bien trempé et très sensible. Je suis émue souvent aux larmes par des grands moments collectifs. Là, souvent, je sens monter quand même une émotion et ça me bouleverse. Mais je suis quand même en contrôle parce que je suis une femme. Alors si en plus j'étais vraiment toujours émue, là, ça serait terrible. Je n'aurais pas franchi les étapes que j'ai franchies. Donc je pense que j'ai dû me forger quand même, non pas une carapace parce que j'en ai pas, mais travailler une mise à distance. Voilà, alors envoyant sans émouiller un peu de messages, hein, Anne Hidalgo, je suis émotive mais je me soigne, Nathalie Kosciusko-Morizet, j'ai pas sur moi mais je m'en fiche. Enfin c'est un peu comme ça qu'on avait vu les messages passer dans ces deux extraits. Alors les deux directeurs de campagne, vous n'avez pas assisté à ces moments, hein, vous n'étiez pas là, ils vous ont peut-être échappé d'ailleurs. Que pensez-vous l'un et l'autre? Il y en a bien d'autres qui vous ont échappé. Bon, que pensez-vous l'un et l'autre, voilà, de ce qu'a renvoyé votre, enfin, entre guillemets, votre candidate à ce moment-là, peut-être pour commencer cette fois Dominique Missika. Jean-Louis Missika, décidément. Je pense que Anne elle a dit les choses de façon assez sensible et en même temps assez juste. Enfin, moi, je reconnais la Anne Hidalgo que je connais, que je fréquente quotidiennement pendant cette campagne. Et je trouve qu'il y a une vraie différence entre les deux femmes, même dans la manière de faire des confidences. Il y a une retenue chez l'autre et une absence de retenue chez l'une. Alors une retenue chez Anne Hidalgo, j'imagine. Enfin, une absence de retenue chez Nathalie Kosciusko-Morizet. Et d'ailleurs, c'est intéressant qu'elle dise, on dit que j'ai pas de surmoi ou je n'ai pas de surmoi. Enfin, je me souviens plus. Ça vient d'elle. Ça vient d'elle, oui. Donc le problème, c'est ça. C'est qu'est-ce que c'est qu'une parole politique? Une parole politique, c'est une parole maîtrisée. Et d'autre part, qu'est-ce que c'est qu'un maire de Paris? Un maire de Paris, c'est quelqu'un qui maîtrise sa parole politique. Voilà, et donc la question se pose de savoir si jamais on peut ne pas avoir de surmoi et être maire de Paris. Et être maire de Paris. Alors, Jean-Didier Berthaud, justement, sur cette confidence. On a une vraie, je pense qu'on a une vraie divergence. On a une vraie divergence parce que justement, je pense que ce que les gens attendent aujourd'hui d'un élu, et d'un élu aussi important que le maire de Paris, c'est de la sincérité, c'est de la spontanéité. Je termine. Oui. C'est de la sincérité, c'est de la spontanéité. C'est pas une image travailler, une image policée. Nathalie Kosciusko-Morizet, elle a un parcours politique qui est fait de responsabilités, qu'elle a assumé, de milliards de budget, de fonctionnaires. Qu'elle savait contrôler sa parole quand il fallait, c'est ça? Elle a su prouver qu'elle savait contrôler sa parole et qu'elle savait la maîtriser. C'est pas le problème. Le problème, c'est d'incarner une spontanéité, de pouvoir porter un projet et de le dire avec ses tripes. Et moi, ce qui aujourd'hui m'interpelle le plus dans ces deux passages, c'est effectivement une candidate qui se livre. Et vraiment, Vincent Nguyen a fait un remarquable reportage pour les deux, je pense, d'envoyé spécial. C'est absolument remarquable parce que je pense qu'on a véritablement les deux caractères et les deux personnalités qui ressortent. Et quelqu'un qui dit, et Anne Hidalgo qui parle, quand elle fait ses confidences dans un café, parlant de « en contrôle et je travaille mon image ». En contrôle, j'ai travaillé mon image. Je contrôle mes émotions. Oui, mais voilà, on est
est dans quelque chose qu'on cherche à maîtriser, à polisser. Et je pense que c'est le problème de la classe politique aujourd'hui, de vouloir polisser et d'avoir des gens qui se ressemblent tous et toutes. D'accord, donc cette image, on va le voir hein, avec d'autres extraits, effectivement. Cette image de Nathalie Kosciusko-Morizet, là on va venir un petit peu sur les deux candidates. Hein, on va commencer par Nathalie Kosciusko-Morizet, puis Anne Hidalgo. Vous dites elle est assumée. Alors il y a peut-être aussi dans cette phrase, d'ailleurs c'est ce qui nous a semblé, vous parliez du petit clin d'œil et des références à Nicolas Sarkozy, un petit clin d'œil à Sarkozy dont on a beaucoup dit qu'il n'avait pas de surmoi. Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi? Oui, il y a ça. Dans ces deux extraits, on voit deux manières de jouer sur la proximité, qui est l'atout, qui est une vraie attente des Parisiennes et des Parisiens. Dans les enquêtes d'opinion, on voit que c'est clairement Anne Hidalgo qui a cet atout proximité, une proximité identificatoire. Elle me ressemble, quand NKM est plus sur une proximité admirative. Quel beau parcours. Là, NKM met à distance ses difficultés de campagne. Hein. Il paraît que c'est un problème, je n'ai pas de surmoi, en jouant sur l'authenticité et en jouant sur le fait qu'elle n'est pas du sérail. Du sérail parisien. Du sérail parisien, voire même du sérail politique. Elle est vraiment, et on va le voir sans doute dans d'autres extraits, elle essaye de se poser à côté. On va avancer un peu, on va vous faire réagir aussi. Parce que vous disiez effectivement hein, que vous appréciez l'image hein, montrée par Nathalie Kosciusko-Morizet dans cette séquence parce que, voilà, elle assume cette parole, on va dire, libre et sans filtre. C'est celle que vous connaissez tous les jours. Jean-Louis Missicat, sa candidate, je pense que c'est ça qui est remarquable dans ce reportage. Et alors, c'est vrai que ce qui est frappant, c'est que ça a été décliné. On va voir deux ou trois moments, d'abord pour Nathalie Kosciusko-Morizet et après pour Anne Hidalgo. Donc, concernant Nathalie Kosciusko-Morizet, ce style effectivement assez libre a été, on va dire, voilà, concrètement montré dans la presse à plusieurs moments. D'abord, toujours lors de cette fameuse soirée de campagne dans le 18e. Voir le préfet. Vous le connaissez, vous? Ouais, comme ça. Vous n'avez pas d'échange avec lui Je pense qu'il est fait pour être préfet de police comme moi pour être nonne, mais... D'accord. Voilà, alors je précise hein, que le lendemain, cette phrase se retrouvait dans le JDD, parce qu'il y avait des journalistes du JDD présents hein, ce soir-là, donc c'était une phrase parfaitement assumée, hein, c'est pas voilà, une phrase volée ou piégée. Et puis effectivement, cette phrase hein, emblématique sur le métro qui avait été énormément commentée, hein. Le métro, un lieu de charme où l'on fait des rencontres incroyables. Alors on a déjà expliqué dans une précédente émission hein, que Nathalie Kosciusko-Morizet faisait référence au fait qu'elle faisait beaucoup campagne dans le métro, mais c'est vrai que cette phrase avait été beaucoup caricaturée, notamment sur Internet, par les Parisiens qui, eux, s'entassent dans le métro et trouvent pas vraiment que ça ressemble à un lieu de charme. Et du coup, ça pose la question peut-être du malentendu. Est-ce qu'il n'y a pas parfois un malentendu entre son registre à elle, le registre de compréhension des Parisiens? Effectivement, le jeu, c'est de commenter l'image et de commenter un certain nombre de séquences. Ce qui a été dit sur le préfet de police, il faut quand même le replacer dans son contexte. Moi, j'étais avec elle au moment des primaires au mois de mai dernier, quand il y a eu ces incidents au Trocadéro pour PSG. On a vu concrètement une gestion d'insécurité qui était flagrante et avec une incurie totale de la ville et de la préfecture sur la gestion de cet événement. C'est à replacer dans ce contexte. Et deuxième chose à dire là-dessus, je peux vous dire que ce qu'elle dit publiquement ou de façon privée lors de cette soirée, elle a eu l'occasion de s'en expliquer les yeux dans les yeux avec le préfet de police. Il n'y a pas de décalage entre la parole publique et la parole privée chez Nathalie Kosciusko-Morizet. Et je crois que c'est une sincérité qu'on ne peut pas lui reprocher et qu'on ne peut surtout pas lui enlever. Alors on va... Je peux dire un mot là-dessus ? Moi, je trouve qu'il y a une forme de mépris, voire même de mépris social dans cette expression. C'est-à-dire qu'on peut très bien être en désaccord avec des décisions du préfet de police. On peut très bien considérer qu'il n'est pas à sa place et qu'il n'a pas les capacités, mais on ne peut pas dire des choses pareilles. Voilà. Donc effectivement, on est en désaccord vraiment très fort là-dessus. Il y a une manière de s'exprimer sur les personnalités, et notamment sur des personnalités qui, comme le préfet de police, ont un devoir de réserve, qui ne pourront pas répondre. Voilà, qui doivent être respectueuses des personnes. Alors, on va continuer et avancer. Alors, effectivement, donc, vous expliquez bien la cohérence, effectivement, pour le coup, de la communication de Nathalie Kosciusko-Morizet. On a quand même eu parfois l'impression... L'absence de com. Ou du discours, peut-être, oui, vous avez raison, peut-être de la communication. Enfin, parler est une communication. Je parlerai de surcommunication. Alors, on verra, on vous départagera. Cela dit, alors justement, concernant la communication, il y a eu un moment, alors qui peut paraître anecdotique, mais qui a été assez emblématique, peut-être, de ce qui est un revirement ou des questionnements sur son positionnement. C'était son fameux changement de look, de style quand elle est arrivée à Paris. Alors un changement de style, il faut dire largement commenté, parce que dans son équipe, certains avaient dit que ça lui ferait gagner des points dans les sondages. Alors on va regarder comment la candidate réagit à ces questions-là. On a l'impression qu'il y a eu peut-être un petit changement de pied. On regarde.
Depuis 15 ans que je fais de la politique, il y en a eu des photos de moi. Tous les 2 ans, à peu près, la même coupe de cheveux. Parce que tous les 2 ans, je me coupe les cheveux. Alors, j'y suis allée un peu plus fort, c'est vrai. Monsieur Apathy, allez, je vous dis tout. J'ai rencontré un coiffeur. J'ai rencontré un coiffeur, c'est une amie, c'est Muriel Mayette, qui est secrétaire générale de la Comédie Française, vous saurez tout, qui m'a présenté son coiffeur dans un dîner. Il m'a parlé de tout sauf de cheveux. J'ai trouvé qu'il était formidable. Il s'appelle Hervé Boudon, 150 rue Montmartre. Ah non, c'est la pub, ça. Patrick Menucci, c'est à l'homme que je m'adresse. Vous préférez cette coiffure-là ou la précédente? Moi, je dois dire que j'aimais bien les tresses... les cheveux tressés. Ouais, mais je veux dire, sans vouloir offenser personne, sur Madame Coscomorisé ou sur n'importe qui. J'ai pas prévu de faire un sondage sur le sujet, je m'en moque, je me coiffe comme j'ai envie de me coiffer, et j'aimerais bien qu'on parle de mes propositions, si vous voulez bien. Une question qui n'est pas si anodine que ça, mais qui est très importante. Allez-y. Et qui va peut-être vous gêner. Aujourd'hui, vous vous présentez à moi avec les cheveux attachés. Vous avez une coiffure hollywoodienne depuis cette campagne électorale. Pourquoi ? Ouais, monsieur Tréhard, je ne vous fais pas de commentaires sur votre coiffure. Pas de commentaires là-dessus. Non, mais sur votre coiffure, moi ça m'intéresse pas. Enfin, je veux dire, je trouve ça très... Non, mais tout le monde le remarque. Ah ouais, bah écoutez... c'est plutôt bien. Tant pis, tant mieux. C'est plutôt flatteur. Je trouve ça déplacé que vous preniez du temps de parole dans une interview sérieuse et politique pour me parler de sujets que vous n'aborderiez pas avec des hommes. Vous êtes en train de manger mon temps d'expression sur mon projet. Je voudrais parler de mon projet pour Paris, monsieur Tréhard. Voilà, et là on a l'impression qu'elle est vraiment furieuse contre alors c'est ce commentaire sur sa coupe de cheveux. Alors on va vous faire agir peut-être d'abord Frédéric Dabi sur sa réaction sur cette question qui peut paraître anecdotique mais qui a pris une grande place, faut quand même le dire, dans cette campagne, cette question d'image, de communication. Alors ce qui est assez intéressant, je vois un petit parallèle avec ce qu'on a vu précédemment quand Anne Hidalgo est sortie du cinéma. Elle a quand même dit « j'ai franchi toutes les étapes de la carrière politique ». Elle a quand même montré les difficultés d'être femme en politique et ça en dit long sur l'âpreté du combat politique. Et dans ce cadre-là, d'une autre manière, la réaction de NKM, assez violente mais que je trouve assez justifiée par rapport aux propos d'Yves Tréhard, s'inscrit dans cette même difficulté où, en France, le personnel politique féminin connaît toujours des difficultés. D'accord, donc vous vous dites elle a raison de répondre assez vertement sur cette question, même si à un moment elle a un peu donné l'impression de jouer le jeu et de s'amuser des remarques sur le plateau du Grand Journal. Sur ces... Je vais vous dire deux réponses, une réponse un peu anecdotique et puis une réponse plus sérieuse. La réponse anecdotique, c'est que les histoires de cheveux avec Nathalie Coscomorisé, j'en parle pas parce que personnellement, je me sens très peu concerné. Vous vous sentez peu concerné? Voilà. Et on a... voilà. Mais simplement, à un moment donné, et ça fait le lien avec ce que vous disiez tout à l'heure sur le métro et autres, on a, pendant le mois de septembre, pendant le mois d'octobre, imposé les sujets de campagne sur la fiscalité, sur le logement, sur la sécurité. On a imposé des sujets de campagne et ça a gêné. Ça a gêné si bien que les équipes d'Anne Hidalgo, on n'a plus été projet contre projet, on a été bashing contre projet. Et ça a été quand même très vite une guerre de personnes, de personnalités, c'est ce qu'on voit là-dedans. C'est ridicule ce que vous dites, vraiment. On n'a jamais fait de bashing. Je voudrais juste dire un mot. Madame de la Gontrie, pas de bashing sur Twitter? Je voudrais juste dire un mot. On va passer aux attaques, ça tombe bien, mais juste un petit mot sur l'histoire de ces... Oui, ce qui est troublant dans ce que vous avez montré, c'est l'écart entre les deux séquences. C'est le fait que dans l'une, elle accepte volontiers de parler de sa coiffure. Elle va même très loin dans les détails de l'intimité. Elle donne le nom de son ami qui lui a donné le nom de son coiffeur. Elle donne l'adresse de son coiffeur. Elle explique toute une série de choses sur sa façon de se coiffer, etc. Et le lendemain ou le surlendemain, je ne sais pas exactement quand qu'elle a été. C'est d'ailleurs, je pense que M. Tréhard, la raison pour laquelle Yves Tréhard a sans doute jugé qu'il pouvait poser cette question. Voilà, c'est le Figaro. En plus, normalement, c'est pas... Voilà, c'est pas un journal. C'est qu'il avait l'impression que c'était un sujet dont elle parlait. Voilà, on a l'impression. Donc, moi, ce qui me frappe le plus, c'est l'imprévisibilité du caractère. Oui, c'est le fait qu'un jour, elle en parle en souriant et le lendemain, elle bâche complètement Yves Tréhard. La candidate, c'est sur le projet qu'elle change, c'est plus grave. Non. Mais si. Mais arrêtez. Alors, un petit mot, pour commenter des images, on n'est pas là pour débattre entre nous sur le fond. Alors, un petit mot, puis on va passer à la suite. Si vous regardez des vidéos de Nathalie Kosciusko-Morizet il y a quelques années, au temps où elle était ministre par exemple, elle a opéré une grande transformation portant sur sa personne et les cheveux, on sait bien quand même que c'est de la
séduction. Donc c'est vrai que il est logique qu'elle soit... C'est pas anodin, mais c'est pas forcément ce qu'on a envie de commenter. C'est tout le problème de cette communication d'image, effectivement. Exactement, c'est l'ambivalence. Les acteurs politiques ne sont pas les seuls coupables de ça. Hein, tout le monde est complice, je dirais, dans l'affaire. D'accord. Non, peut-être, est-ce qu'on ne peut pas dire ça, d'ailleurs, pour clore cette séquence? C'est-à-dire qu'en fait... Quand vous faites 2 mois de campagne et que vous arrivez sur chaque plateau, qu'on vous parle du métro et des cheveux... Ouais, c'est pas évident. C'est pas terrible. Je ne pense pas que ce soit ce que les Parisiens attendent. Hein. Alors, on a parlé à un moment des attaques dans la campagne, et on va y venir, d'ailleurs, concernant d'abord le côté de Nathalie Kosciusko-Morizet. Hein, donc, comment a-t-elle parlé de ses adversaires politiques? Alors, on revient, on est juste après le moment de la fameuse phrase dans le métro, mais ce n'est que le point de départ. Regardez. Ce lieu de charme qu'est le métro, ça vous a fait mal ou pas? Moi, je dis ce que je pense, je dis les choses comme je le pense. Non, mais est-ce que vous pensez que ça vous a fait mal dans votre campagne? Non, je pense qu'il y a une gauche et avec elle une partie des médias qui voudrait tirer la campagne au niveau des polémiques. Et je vais vous dire, je ne veux pas que la campagne, moi je me bats contre ça. La campagne, pour moi, c'est pas les polémiques. Qu'on s'amuse à détourner les affiches, ça parfois c'est très amusant. Et d'ailleurs, ça place, attendez, ça place dans une campagne. Mais ça ne doit pas épuiser la campagne. Non, Pourquoi? Parce que je fais campagne. Regrettez d'avoir dit ça, le métro est un lieu de charme à la fois anonyme et familier. Jean-Jacques Bourdin, laissez-moi finir. Oui, laissez-moi finir. Attendez, laissez-moi finir. Allez-y. Laissez-moi finir. Pour moi, la campagne, elle va pas se faire sur des anecdotes, elle va pas se faire sur des questions mineures. Est-ce que vous voulez des fontaines d'eau pétillantes à Paris ou un téléphérique? Que Paris soit ça existe ailleurs, les téléphériques. Oui, d'accord. Pour moi, les questions fondamentales qui se posent aujourd'hui aux Parisiennes et aux Parisiens, c'est le logement, la sécurité, les impôts. On va en parler. Voilà, alors elle répond en évoquant les attaques de la gauche, puis elle attaque à son tour, et l'impression qu'on a eue, c'est que les attaques se faisaient de plus en plus intenses, on va dire, au fur et à mesure que la campagne avançait. Exemple, suite à la présentation par la candidate PS de son comité de soutien. Vous, il n'y aura pas de soutien people dans la campagne. On a vu Carla Bruni, Sarkozy cette semaine. C'est pas votre truc? Moi, je ne veux pas faire de comité de soutien. Soutien. Il y a des soutiens, bien sûr. Ouais, mais je ne veux pas faire de comité de soutien. J'ai eu, bien sûr, autour de moi des gens qui m'ont dit « Ah, il faut faire un comité de soutien ». Moi, je ne veux pas. Depuis le début, je le dis, je veux pas. Pourquoi? Parce que ça fait gauche paillette, ça fait... Je trouve ça... Droite paillette en je trouve ça un tout petit peu dépassé. Cette espèce de... comment vous dire? C'est quoi? C'est un tableau de chasse? Il y a des listes numérotées de gens qui ont annoncé leur vote. J'ajoute qu'il y a quelque chose d'un peu indécent, je trouve, à aller demander un soutien à des personnes qui ont reçu des subventions de la ville ou qui sont en attente de subventions de la ville. Alors on va faire quoi? On va faire d'un côté un soutien de ceux qui ont reçu et puis de l'autre côté un comité de soutien de ceux qui voudraient recevoir. Vous avez des noms précis, en gros ce que vous dites c'est qu'Anne Hidalgo achète ses soutiens. Non, je ne dis pas ça. Je dis que aller chercher un comité de soutien dans une élection municipale, c'est forcément... risquer de rentrer dans cette logique-là. J'en veux pas. On s'intéresse beaucoup à la communication politique dans Déshabillons-les. On a souvent entendu dire sur ce plateau que normalement, il y a l'entourage qui tape et le candidat qui se protège, qui se met un peu en retrait et qui laisse taper les snipers, comme on dit, de l'entourage. Visiblement, ce n'est pas la ligne choisie par Nathalie Kosciusko-Morizet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement quel est son choix stratégique? Parce qu'on voit bien qu'elle attaque elle-même, ce qui est assez, pour le coup, aussi atypique dans une campagne, peut-être. Mais pour moi, ce n'est pas une attaque. D'accord, c'est pas une attaque. C'est pas une attaque, c'est un moment de vérité dans la campagne. Encore une fois, les 2 séquences que vous avez passées ne sont pas du tout au même moment. Bien entendu, on a fait un saut chronologique. On a fait un saut chronologique. On a vécu, et Nathalie Kosciusko-Morizet a vécu 2 ou 3 mois de campagne où elle n'a pas pu imposer un seul thème de campagne parce que chaque fois qu'on essayait de revenir sur le fond, on nous contrait sur la forme. Alors, on a fait dans une précédente, attendez, juste pour les téléspectateurs, dans une précédente émission, on était revenu sur les thèmes de Nathalie Kosciusko-Morizet. On avait vu qu'elle avait beaucoup été sur le terrain des dépenses, de la fiscalité, et qu'elle avait imposé ce sujet à un moment donné, quand même. On l'a vu, vu ici même. Oui, mais justement, il faut à un moment donné qu'il y ait du répondant, parce que c'est projet contre projet, c'est débat contre débat. Et ce répondant, on l'a jamais eu. Mais vous n'y répondez pas. Sur la manière de faire, peut-être, sur la question, justement, attaque ou pas attaque. Enfin, on voit qu'elle a l'impression qu'elle a choisi d'y aller, quoi. Oui. C'est un vrai choix. Oui, elle joue le peuple de Paris contre les comités de soutien, les partis. On retrouve le premier extrait sur les coteries. Face à Jean-Jacques Bourdin, elle est très... sur la défensive, mais en même temps offensive, parce que je pense que l'affaire du métro est une anecdote, mais elle a peut-être plus marqué que d'autres, parce que d'une part, elle a réactivé sa bourde, entre guillemets, de l'élection présidentielle, où elle avait pas été... Séché sur le prix du ticket de métro, ouais. Elle avait séché sur le prix du ticket de métro, et ça réactive aussi l'image de quelqu'un qui est peut-être loin des préoccupations des Parisiens, et ça a permis de réattaquer sur NKM, la parachutée, qui, en fait, ne veut peut-être pas devenir maire de Paris, et
quid de son vrai atterrissage à Paris. D'accord, donc, donc ce que vous dites en clair, c'est que ce moment-là, en fait, elle est un peu obligée de contre-attaquer, si je comprends bien. C'est ça. Elle est obligée de contre-attaquer. Alors on va passer à Anne Hidalgo, peut-être un petit mot l'un et l'autre sur ces extraits pour clore, Jean-Louis Missica. Non, mais je pense que d'abord, si jamais ce qu'elle a dit sur le comité de soutien, n'est pas une attaque, alors Jean-Didier Berthaud a une longue chevelure sur la tête, parce que franchement, c'est une attaque hyper violente et scandaleuse. Scandaleuse parce qu'elle met en cause l'indépendance d'esprit, la liberté d'esprit et la possibilité pour des chercheurs, pour des artistes de dire publiquement pour qui ils ont l'intention de voter. D'accord. Un petit mot? Non, rien à ajouter? En tout cas, sur la posture, entre les deux extraits de Nathalie Kosciusko-Morizet, quand elle est face à Bourdin, elle est en situation de faiblesse. Elle s'affaisse sur le... Elle se met en avant, non? C'est pas la position de la combattante, ça? Elle s'affaisse et elle se met en avant pour compenser la faiblesse de son propre discours, dont elle a conscience. Vous avez déjà fait un débat face à Bourdin? Oui, je le connais. Enfin, il est très offensif. Et alors, voilà. Alors, concernant justement les attaques de la campagne, on a l'impression que dans le camp d'Anne Hidalgo, il y a un choix stratégique assez différent. Alors, pas de critique frontale d'Anne Hidalgo, mais des petites piques. Exemple. Je ne suis pas là pour faire de la politique politicienne, pour échanger par petites phrases interposées et faire tomber le niveau de cette campagne à un niveau auquel je ne souhaite pas qu'il soit parce que ça ne serait pas respectueux des Parisiens. Je suis là pour proposer des solutions à un certain nombre de problèmes que rencontrent les Parisiens. Quand j'entends Mme Kosciusko-Morizet évoquer son axe avec Manuel Valls, j'ai envie de lui dire, elle est si seule que ça dans sa famille politique, ou alors elle a vraiment pas envie de rappeler le bon souvenir de Claude Guéant et de Brice Hortefeux. Voilà, alors ça c'était à l'automne lors de la présentation du programme. Autre exemple, je suis pas là pour balancer des petites piques, mais dès que je peux en balancer une. Voilà, vous avez relevé effectivement ce qu'on voulait montrer dans l'extrait, c'est qu'en fait, mais c'est petite pique quand même. Ça n'a rien à voir avec les attaques frontales. On est dans la discussion politique raisonnable et sérieuse. Il faut rappeler, mais elle répondait à une question. Elle répondait à une question, si mes souvenirs sont bons, d'un journaliste. C'était une conférence de presse, mais surtout, ce qui était très intéressant, et c'est pour ça qu'elle revenait sur le sujet, c'est que Mme Kosciusko-Morizet avait parlé de l'axe NKM-Valls. Et donc on était à l'époque là de la volonté de transgresser les frontières politiques et faire de la triangulation. De la triangulation, comme on dit. Alors autre pique et autre exemple sur le plateau de Thierry Ardisson. Alors là, je précise pour ceux à qui ça échapperait, Thierry Ardisson qui tente une imitation de Nathalie Kosciusko-Morizet. Bon. Je ne dirais pas si c'était ressemblant. Mais... Voilà, on ne dit pas, mais bon, on a compris qu'elle trouvait ça ressemblant quand même. On a compris donc aussi qu'elle ne veut pas attaquer frontalement, qu'elle est dans la petite pique, on l'a dit. Les attaques frontales qu'elle laisse à Bertrand Delanoë, très présent quand même dans cette campagne. Toutes les réformes que les Parisiens apprécient, tous les progrès qu'ils apprécient, la droite les a combattus sur le logement, sur l'urbanisme, et même Madame Kosciusko-Morizet elle-même a combattu l'idée même du tramway, qui est maintenant, je crois, appréciée par l'ensemble des Parisiens. Et lorsqu'elle était maire de Longjumeau, elle voulait m'interdire d'étendre le système de Vélib aux communes voisines, alors que c'est la ville de Paris qui paye. Donc c'est bien la preuve que vous y mettez vous aussi dans la campagne. L'élection de la droite à Paris, indépendamment des personnes, serait un retour en arrière. Madame Kosciusko-Morizet, à Paris, qu'est-ce qui changerait? La restauration. Avec un R majuscule. Paris, oui. Paris a rompu en 2001 avec des décennies d'une certaine culture démocratique et d'un vrai déclin de Paris. Et donc, pourquoi la restauration? Parce que Mme Kosciusko-Morizet est bien la candidate de cette droite-là. Voilà, on a l'impression, en voyant ces extraits, en voyant d'autres, qu'il y a une répartition des rôles. Alors, est-ce le cas? Et puis, on va vous faire réagir, et puis les uns et les autres, sur l'effet produit. Je ne crois pas qu'on puisse parler de répartition des rôles. Il y a des différences de tempérament. Bertrand Delanoë... Il attaque quand même plus violemment que Anne Hidalgo, on a vu, qui est plus... Oui, alors, je veux dire, bon, chacun attaque comme il l'entend. De toute façon, vous savez, une campagne électorale, c'est une confrontation.
c'est une controverse. Hein. C'est l'antagonisation, hein. C'est d'ailleurs ce qui fait le sel de la démocratie. Entre mais on a l'impression qu'Anne Hidalgo ne veut pas forcément elle-même antagoniser et qu'elle laisse faire les autres. Elle ne veut pas Parce qu'il y a aussi des cellules ripostes, il y a aussi des attaques qui viennent de la... Oui, la réponse est oui. Si votre question est est-ce qu'elle veut antagoniser et est-ce qu'elle veut cogner, entre guillemets, son adversaire, la réponse est elle ne veut pas. Oui, mais Bertrand Delanoë le fait en l'occurrence. Très franchement, quand j'ai vu les extraits là, que vous avez montrés, quand j'ai entendu Bertrand Delanoë, j'ai été surpris. C'est pas tout à fait son style. Mais vous savez, Nathalie Kosciusko-Morizet, elle a quand même le don d'agacer ses interlocuteurs parce qu'elle ment souvent et elle ne reconnaît jamais ses mensonges. Je vais vous donner un exemple. Nathalie Kosciusko-Morizet a été analysée par des sites de fact-checking ou de désintox. C'est, à mon avis, la candidate de toute la France qui a été le plus prise par la J'ai pas recoupé, j'ai l'impression que les deux ont été peut-être aussi recoupés et confrontés. Beaucoup. C'est un axe de communication. Et je voudrais simplement insister sur un point qui est très intéressant sur justement la psychologie de Nathalie Kosciusko-Morizet. C'est le fait que quand la démonstration a été faite que ce qu'elle dit est faux, elle continue à le dire. Bon, alors là, on ne va pas faire nous du fact-checking, mais sur les attaques, peut-être. Non, mais intéressant sur la communication de M. Micika. M. Micika est un homme de communication, c'est un communicant. Oui. Donc, la stratégie qui est mise en place contre Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est de démolir le côté femme d'expérience, femme intelligente et femme moderne. Et donc on a quoi? On a une menteuse qui n'a pas de projet et on la rattache à la vieille droite et au barreau. La restauration. Nathalie Kosciusko-Morizet, quand Bertrand Delanoë a été élu en 1977 au Conseil de Paris, elle avait 4 ans. Alors la vieille droite, et dont Nathalie Kosciusko-Morizet serait prisonnière, on ne va pas nous la faire pendant des années, vous voyez, hein, parce qu'on est arrivé peut-être au bout d'un cycle en 2001, mais en tout cas, aujourd'hui, on est au bout d'un autre cycle. D'accord, donc vous réfutez le fond de la critique, mais en tout cas, vous dites qu'il y a bien une critique sur cette thématique-là, enfin une attaque sur cette thématique qui est une méthode. Il y a une méthode de communication très bien aiguisée, et M. Micika sait très bien de quoi je parle. Qui dit quoi? Mais qui est de détruire une image de femme compétente et de femme moderne. Donc c'est très méthodique. De l'attaquer sur ce terrain-là. Je prends ça comme un compliment. Alors, alors c'est pas tout à fait à votre honneur. Ça n'était pas du tout vrai. Au départ. Alors sur l'impact, peut-être, on va venir sur l'impact. Effectivement, on a vu deux styles dans les attaques très différents, deux choix différents, leur impact. Et puis Béatrice Toulon sur l'impact. Sur ce qu'a dit Bertrand Delanoë, bien sûr, on voit le slogan des années 86, au secours, la droite revient. C'est un slogan pour aussi remobiliser l'électorat de gauche. Deuxièmement, sur le fond, il y a clairement une répartition des rôles. Il est sur le bilan, son bilan. Il rappelle ses réformes, entre guillemets, emblématiques, tramway, Vélib. Et lorsqu'en 2011, 10 ans après l'élection de Bertrand Delanoë, l'IFOP fait un sondage pour le journal du dimanche sur son bilan au global, il y a presque 40% des sympathisants de droite qui considèrent que ce bilan est positif. C'est aussi une manière de rappeler son bilan qui fait moins l'objet d'un clivage gauche-droite que par exemple le projet de NKM versus le projet d'Anne Hidalgo. C'est aussi une manière de rappeler de ramener du consensus. De ramener du consensus. Critiquer le gouvernement ou pas, hein, ça semble avoir été un choix un peu compliqué pour Anne Hidalgo. Alors dans un premier temps, elle a donné l'impression de lâcher ses critiques, on va dire, ou du moins de ne pas mâcher ses mots sur le gouvernement. On regarde. Attention, stop, là, en matière fiscale, je pense que les Français et les Parisiens, je vais parler de ceux que je connais, sont quand même là au bout. Si on ne veut pas avoir des conséquences graves en matière de pouvoir d'achat et donc de dynamique économique, il faut quand même assumer que là, on marque une pause. Il y a un besoin d'une plus grande efficacité dans les mesures qui sont décidées. Alors, pour un remaniement ? C'est pas moi qui vais en décider, donc je peux vous dire avec beaucoup de facilité ici que moi je suis plutôt pour qu'il y ait des signes et des changements rapides. Il y a quelques jours, vous émettiez l'hypothèse d'un remaniement, immédiatement suscitant les critiques au sein du PS et au sein même de la mairie de Paris, puisque Bertrand Delanoë n'était pas d'accord avec vous. Vous avez changé d'avis D'abord, ce n'est pas moi qui vais en décider. J'ai dit aussi que pour moi, le cap était le bon. Il faut continuer dans cette entreprise de redressement de la France, mais chercher de l'efficacité. Voilà, alors là, on a l'impression qu'elle rétropédale un peu sur les critiques, mais elle réavance quelques temps plus tard, suite au retrait de la loi famille.
J'ai exprimé ma déception et le regret de voir cette loi famille reportée. Cette loi était très importante. Je regrette qu'une manifestation avec des ultra-conservateurs ait eu raison des avancées du droit. Voilà leur question, là, est-elle allée à un moment trop loin dans ses critiques? Était-ce une bonne stratégie de critiquer le gouvernement, de s'en démarquer ou pas? Peut-être Frédéric Dabi et Jean-Louis Missika. Il faut bien voir la date. Le premier propos sur le ras-le-bol fiscal, c'est au mois de septembre. Donc là, elle est le relais de ce ras-le-bol fiscal. Elle le fait sans trop mettre en cause le gouvernement. Là où peut-être elle franchit une ligne jaune, c'est lorsqu'elle parle d'un souhait plus ou moins ouvert de remaniement. Là, voilà, elle sort le deuxième extrait Europe 1. Le deuxième extrait à Europe 1. Et là, elle sort un peu de son sillon, de sa trace d'experte des dossiers parisiens, de focalisation sur Paris pour s'immiscer. Qui était son vrai positionnement pendant la campagne. Depuis le début. Elle n'est que sur Paris. Là, elle s'immisce sur les dossiers nationaux. Et là, il y a vraiment un risque. Et elle y reste. D'où le rétropédalage un petit peu après. Et sur le projet de loi famille, c'est très clairement aussi un geste envoyé à son électorat, à l'électorat aussi Europe Écologie, qui, on l'a vu dans d'autres enquêtes de l'IFOP à Paris et en France, a été très troublé, voire énervé par ce retrait. Alors, vous diriez aussi, ou pas, que justement, elle a été un peu loin dans la critique du gouvernement, ou non, c'est parfaitement assumé? Peut-être, mais moi d'abord, ce que je voudrais faire comme remarque, c'est qu'elle a dit ce qu'elle pensait. Elle aussi, alors. Ben oui, donc on ne peut pas dire maîtrise, puis quand elle dit ce qu'elle pense sur le ras-le-bol fiscal, s'en plaindre. Alors elle aussi, elle a parlé ce temps sur moi, alors? Non, c'était très pensé à l'avance, mais elle a dit ce qu'elle pensait, et elle l'a fait de façon complètement assumée. Deuxièmement, je pense que Anne Hidalgo, elle considère que le rôle du maire de Paris, c'est de défendre les Parisiens. Et défendre les Parisiens, ça veut dire parfois s'opposer à l'État, y compris quand cet État est géré par ses propres amis politiques. Vous dites qu'elle a peut-être été un peu loin, vous avez dit oui peut-être. Oui peut-être, mais peut-être qu'il faut dire à vos téléspectateurs les raisons pour lesquelles sa parole a été amplifiée. C'est parce que le même jour, M. Malek Bouti a demandé le départ du Premier ministre. Je vous rappelle qu'elle n'a pas du tout demandé, le départ du Premier ministre. Les deux paroles ont été mélangées. D'accord, ils se sont amalgamés pour donner... La portée de sa parole a peut-être dépassé son intention de départ. Voilà, elle parlait de remaniement, elle ne parlait pas de départ du Premier ministre. D'accord, oui. Sachant que dans un remaniement, pour qu'un remaniement soit un vrai remaniement, bon, d'accord. Non. Alors, on va faire réagir... Il y a deux choses sur lesquelles je voudrais insister. Vous dites, elle dit ce qu'elle pense. Je veux bien l'admettre, mais elle ne pense pas toujours la même chose. Parce que sur la politique fiscale, mais sur la politique fiscale, vous auriez pu prendre des exemples aussi de revirement. Ça a été Leonarda, ça a été le paiement des 2 roues, ça a été le travail du dimanche. Sur Leonarda, elle était critique aussi en disant qu'il fallait faire revenir Leonarda. C'est une stratégie qui a été assumée. Moi, je me souviens. Donc vous dites en fait, elle a changé de pied sur la stratégie de critique du gouvernement, c'est ça? Mais exactement. Après, M. Missika nous dit, mais elle le pense vraiment, elle est là pour défendre les Parisiens. Oui, elle a sur ses listes des parlementaires qui votent toutes les augmentations d'impôts aujourd'hui au Parlement. Donc elle peut hurler tout ce qu'elle veut, elle peut dire haut et fort, les parlementaires qui sont les parlementaires, mais ils sont sur vos listes. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans le fond, vous dites, elle ne tape pas assez sur le gouvernement, sur la forme, vous dites sur la communication, on est sur la communication. Madame Risser, je ne suis pas sur le fond, je suis sur la forme parce que le point.fr, quand ils avaient fait au 1er janvier un portrait des 2 directeurs de campagne, ça s'appelait le match des directeurs de campagne, citait M. Missika qui assumait: nous cherchons à prendre des distances avec le gouvernement. Notre communication cherche à prendre des distances avec le gouvernement. Donc c'était une stratégie de communication. Je ne suis pas sur le fond, je suis sur une stratégie de communication qui est clairement établie. Ces distances, ok, sans rentrer sur le fond, donc vous assumez, puisque si je comprends bien, vous dites elle a pris ses distances, parfois il y a eu caisse de résonance. Excusez-moi, mais elle est en désaccord avec des décisions qui sont prises par le gouvernement, elle le dit. C'est aussi simple que ça. Alors le mot de la fin à Béatrice Toulon, et puis l'un et l'autre, peut-être l'image, réfléchissez-y déjà, que vous avez préférée dans l'émission de votre candidate, ce sera votre mot de la fin, allez-y. Moi je dirais qu'en tant que communicante, elle est en train de montrer à Anne Hidalgo que ça marche, que c'est structuré, et elle a plutôt un déficit d'image personnelle. Donc elle a une marge de manœuvre. Et Nathalie Kosciusko-Morizet est extrêmement exposée en tant que personne, et il est effectivement temps pour elle maintenant d'essayer de recentrer sa communication sur le fond, sur les dossiers.
D'accord. Ce qu'elle a voulu faire, mais peut-être en s'en écartant de temps en temps. On a eu l'impression par moment qu'elle hésitait. Elle rame un peu. Elle rame. On l'en a écarté involontairement. Elle a un projet de 12 pages sur son site. On l'en a écarté totalement volontairement. Enfin, on voulait dire les médias. Mais tout à fait. Mais attendez, depuis quand est-ce qu'on a parlé projet contre projet dans cette campagne? Il a fallu attendre un premier débat à 5 pour arriver véritablement à confronter au projet. D'accord. Sachant qu'elle aussi a aussi à un moment joué quand même la communication. On l'a vu dans l'émission plus personnelle. Ça aussi était un choix de sa part. Elle a quand même joué. Non. Franchement, non. Monsieur Berthaud, quand on commence à accuser les médias, c'est mauvais signe. Je n'ai jamais accusé les médias, je parle de votre stratégie de communication qui n'a rien à voir. Alors, là, c'est vraiment la fin. L'image, peut-être qui vous semble la plus emblématique de Nathalie Kosciusko-Morizet, vue dans cette émission. Écoutez, moi, je reviens sur ces images d'envoyé spécial. Alors, vous en avez montré un extrait, vous auriez pu en montrer bien d'autres. J'ai reconnu ma candidate telle qu'elle est tous les jours. D'accord. Moi, j'ai bien aimé la profession de foi à la fin du débat à 5 d'Anne Hidalgo quand elle est face caméra et qu'elle explique comment elle a mené cette campagne. D'accord, eh bien merci à tous les 4 pour cette émission. On va continuer à suivre la campagne, d'autres moments, d'autres images. Merci à Marie Lebon et à Lorraine Boisson qui se sont levées tôt pour m'aider à préparer cette émission. Merci à Diane de Charmas qui s'est couchée tard pour la montée. On se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et tous les jours sur le site de Public Sénat pour voir et revoir tous les déshabillants-les.